4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SCW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 37 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous sommes au mois d'août 2007 et aujourd'hui nous allons booker l'intégralité du 8e mois de l'année, c'est-à-dire non pas 4 mais 5 shows puisqu'on a bien sûr notre événement spécial. Et oui, en toute fin d'été, dernier dimanche du mois d'août, Bash at the Beach, le 3e pay-per-view déjà de notre année 2007, 3e et avant-dernier pay-per-view. On s'était laissé lors de la vidéo précédente la semaine dernière sur un match entre Claudio Castagnoli et Tyler Black pour hyper bien évidemment le match de championnat entre Amazing Power et The Nest qui aura lieu dans le main event du prochain show. Et oui, celui qu'on va se booker directement. Et oui, pour commencer les hostilités de ce 37e numéro, j'ai pris la liberté, les gens également, de re-signer des deals avec certaines lutteuses, Gail Kim, Sarana et Nakina Neidhart, qui arrivaient en fin de contrat. Daphne Euroff aussi a accepté sa prolongation de contrat. Tout va bien pour l'instant dans le meilleur des mondes. On va essayer aussi d'atteindre ces 47% d'importance à Puerto Rico, puisqu'on va aller faire notre événement spécial là-bas, histoire pourquoi pas de gagner des points de popularité et d'importance dans cette région des États-Unis. Un épisode qui va s'annoncer normalement riche en émotions, mais surtout on espère aussi en flouze, pour essayer tout simplement d'avoir le maximum de thunes avant de passer en niveau culte, puisqu'on sait que derrière on peut avoir certaines difficultés, mieux vaut avoir les reins solides. On est parti désormais donc dans les backstage de la AEW Dynamite, premier du nom, que j'ai repassé au mercredi parce que ça y est, maintenant notre ami Jetta a terminé ses obligations avec d'autres fédérations. Désormais on l'a en exclusivité ou presque, à moins bien sûr que d'autres fédérations ne lui donnent des offres de contrat. Pas d'incident backstage, vous le voyez, on va pas non plus faire de medal puisqu'on les garde pour un backstage rating inférieur à 80, où on aurait besoin justement de redonner un petit peu de bon au cœur et surtout de joie dans les vestiaires. Je vais mettre à jour mes broadcasters et nous on se retrouve juste après le booking. Bougez pas. Amen River Center devant 8033 pèlerins. Et oui, nous sommes dans le Midwest, là où nous sommes les plus populaires. 78 de rating pour ce segment d'ouverture, une note bien verte, avec des protagonistes que vous connaissez très bien, Kevin Nash, Reign et Paul Heyman. Alors comment s'agence ce segment? On a d'abord Kevin Nash qui va nous parler du main event qui donc opposera The Nest, ses protégés Tyler Black et Jon Moxley, à Amazing Power, Amazing Kong et bien sûr Claudio Castagnoli, les challengers numéro 1. Kevin Nash nous dit qu'il a confiance en ces deux protégés. Bon, il le fait avec un petit peu de dédainement et puis en se foutant un petit peu de la tronche de Tyler Black et de Jon Moxley qui ces dernières semaines n'ont pas forcément véritablement le vent en poupe. Et puis il va aussi parler aussi de ce qui le concerne lui, c'est-à-dire ce championnat de la All Elite Wrestling, lui qui est invaincu, qui est le champion le plus dominant, et personne aujourd'hui n'est assez bon pour aller dans le ring face à lui. On a un petit peu le même problème qu'avec AJ Styles il y a quelques années de cela, avec un catcheur tellement au-dessus du game que finalement plus personne n'est crédible. Et c'est ce que nous dit Kevin Nash. Et Paul Heyman va couper Kevin Nash. Il entend les propos de ce dernier, il entend le fait que le champion qu'il est soit extrêmement dominant, mais Paul Heyman nous annonce que à Bash at the Beach, pour le pay-per-view, il trouvera quelqu'un à la hauteur de
Kevin Nash. 78 de rating pour ce segment d'ouverture. Kevin Nash qui a été parfait pour l'improvisation, donc avec la foule, a eu ce public dans la paume de sa main du début à la fin. La performance de Kevin Nash a été fantastique, rien bien de rapporter par rapport à Reign ou à Paul Heyman, mais un segment très qualitatif de 78 qui nous permet de faire avancer la storyline Dark Angel. Derrière, Christopher Daniels va faire face à Chuck Palumbo, qu'on avait déjà vu catcher ces dernières semaines. Il met son titre en jeu, hein, l'ami Christopher Daniels, et il va faire sa 6ème défense du titre TNT dans un match plutôt bon, hein, en plus une grande hit. Christopher Daniels qui défait Chuck Palumbo en 10 minutes 41 via pinfall avec le BME, match que j'ai mis en storytelling, victoire de Christopher Daniels qui fait un énorme 83 quand Chuck Palumbo fait un 44. Très bonne chemistry, bien sûr ça avait été rapporté depuis un petit moment entre Joey Styles et Randy Savage. Mais derrière, ce qui va être très intéressant, ça fait un gros 80, c'est Kip James qui va confronter Christopher Daniels. Kip James, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, et ben il va confronter Christopher Daniels, ça va pas se parler, ça va juste se regarder, et on comprend dans le regard et dans la gestuelle de Kip James qu'il a envie d'aller chercher ce titre TNT, qu'il a envie d'aller affronter Christopher Daniels pour devenir le nouveau champion secondaire de la fédération. 80 de rating. Derrière, Bryan Danielson est dans le ring avec Travis Fimmel, Mike Mizanin et Maryse. Et ça va se moquer, bien sûr, de Terry Funk qui la semaine dernière s'est fait attaquer par Travis Fimmel et Mike Mizanin. On a pris des barres de fer, enfin machin, ça a été un truc de ouf godin. Et c'est vrai que Travis Fimmel et Mike Mizanin ont vraiment fait goûter grave à Terry Funk. En plus, ils avaient des objets extrêmes. Lui, la star de l'extrême, qui n'a pas réussi à être assez tough pour eh bien répliquer et aller faire fuir ces jeux de loup qui étaient traditionnels et Mike Mizanin. Donc ça se chambre un petit peu. Bryan Danielson qui se fout de la gueule de Terry Funk qui était resté gisant au sol. Il a fallu que la sécurité, que les médecins viennent vers lui et le check. Bref, Bryan Danielson nous dit que Terry Funk a été victime d'une commotion, qui va pas revenir tout de suite, bref, que ce garçon c'est du passé et que de toute façon c'est mieux comme ça. Sauf qu'il va se faire interrompre par Orange Cassidy qui n'est pas du tout ravi de ce qui s'est passé parce qu'Orange Cassidy c'est un fan de catch de la grande époque et il était un fan de la ECW et de Terry Funk, et oui, et donc il veut aujourd'hui faire payer Bryan Danielson ce qu'il a fait à subir à Terry Funk, l'irrespect dont il lui a fait preuve ces dernières semaines, l'attaque de Travis Fimmel et Mike Mizanin à son encontre. Orange Cassidy veut venger Terry Funk. Alors forcément, Bryan Danielson, ça le fait sourire, mais Orange Cassidy, il est fin chaud et il veut affronter Bryan Danielson. Il est en tenue ring, Orange Cassidy, Bryan Danielson aussi, et il veut son match. Et forcément, vous imaginez, Bryan Danielson ne va pas résister à l'idée d'affronter Orange Cassidy et de le corriger. Bryan Danielson qui a été pauvre pour improviser le dialogue. Orange Cassidy, c'est pareil. Travis Fimmel qui a été une réelle star dans ce segment, c'est intéressant de le noter. Et la storyline Legend Slayer avance, mais perd un petit peu de hit, mais je pense qu'on va en gagner. Après ce match-là, oui, Orange Cassidy complete Jimmy Change, oui c'est vrai, effectivement. Et c'est au full, tout va bien. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bryan Danielson, Orange Cassidy, ça fait un 69. Un 69 énorme pour un match de ce qualité, on va le dire, hein, parce que c'est un match en plein milieu de la carte. Orange Cassidy est un rookie, mais Bryan Danielson va sortir le meilleur d'Orange Cassidy. Match décevant, Bryan Danielson va corriger Orange Cassidy en 6 minutes 03 via soumission avec le Castle Mutilation. 77 de performance ring de Bryan Danielson, 9 d'Orange Cassidy. J'ai jamais vu une note aussi poucrave de la part d'un lutteur. 9, je crois que celle-là vous pouvez l'encadrer, on fera jamais pire. Victoire de Bryan Danielson. Derrière, Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James Keenan et Barbara Keenan. Ils sont dans un bureau un peu luxueux. Mais on sent bien que là, on n'est plus en train de rigoler, on n'est plus en train de partir en roue libre. Non, Ted DiBiase Senior, il a une information très importante à divulguer. Ted DiBiase Senior nous dit que le business va être révolutionné à partir de septembre. Oui, à partir de septembre, le business de la All Elite Wrestling va voir croître quelque chose de différent. Quelque chose qui va apporter une plus-value au produit. Ted DiBiase Senior. Pourtant, il est viré de Dynamite, mais il annonce que ce qui va se passer au mois de septembre va apporter une plus-value à ce produit. Et pour l'instant, il peut rien dire, mais il informe les gens que ça va être quelque chose d'assez huge. Ted DiBiase Senior, Tommaso Ciampa, Bobby Roode, James Keenan, Barbara Keenan, ça fait 57. Ted DiBiase Senior a été une véritable star dans ce segment. La storyline Money Man avance, gagne de la hit, tout va bien. Derrière, le match de championnat par équipe. Énorme 82 de rating.
Ouais, en même temps, les performances, elles sont énormes. 75 de Claudio Castagnoli, 62 d'Amazing Kong, John Moxley à 66, 73 de Tyler Black. On est en train de monter. Match avec une fantastique hit et du grand catch. Amazing Power, en 15 minutes 18, va défaire The Nest. Quand Amazing Kong va défaire Tyler Black via pinfall avec le Amazing Bomb. Il faut savoir qu'il y a eu une intervention botchée de John Moxley. John Moxley qui a voulu lancer une chaise dans le dos de l'arbitre. L'arbitre à ce moment-là était distrait par Roddy Piper, mais cette chaise ne va pas arriver dans les mains de Tyler Black, mais de Claudio Castagnoli. Claudio Castagnoli, voyant l'arbitre distrait, va asséner un énorme coup de chaise dans la tronche de Tyler Black. Va s'en suivre derrière Amazing Kong qui va le prendre dans son Amazing Bomb. Tomber 1, 2, 3. Victoire d'Amazing Power qui deviennent les nouveaux champions donc par équipe de la All Elite Wrestling. Tyler Black gisant au sol, complètement KO. John Moxley qui se prend la tête dans les mains. Et la célébration d'Amazing Kong et de Claudio Castagnoli, ainsi que de Roddy Piper. Claudio Castagnoli remporte son premier titre majeur, et oui, on peut le dire comme ça, à la All Elite Wrestling. Énorme 79 de rating global sur ce show avec une popularité qui augmente dans 15 régions où nous sommes diffusés. Et oui, changement enfin de titre. On sait qu'on fait des règnes assez longs à la All Elite Wrestling. Et bah, quand il y a des changements de titre, ça marque un peu. Ouais, ça marque un peu. Alors qu'on a le profil de Speedy Nelson, qui était un arbitre, du sophiste. Pourquoi pas? Bon, on a déjà Bryce Risberg, on a déjà Earl Hebner. Des arbitres de qualité, on va pas prendre ce rookie. Ça n'aurait absolument pas de plus-value à notre produit. On va voir les news qui vont certainement être importantes. Et oui, TV rating de 0.33, on va tout de suite aller voir ça alors qu'on nous dit que Just Incredible va partir de la compagnie demain. Et oui, bon vent du côté de la TNA, merci pour les loyaux services, mon petit Just Incredible. Alors on n'a pas fait de buriol pour Just Incredible, bon, on s'en fout, c'était pas vraiment dans les plans. 0.33 et donc 249 590 viewers, ce qui est un petit peu plus que la semaine dernière, enfin presque 2000 viewers de plus. Ça va nous permettre d'accroître la popularité et l'importance de l'AEW dans les différentes régions où on est diffusé, avec toujours cet objectif de passer la barre des 47% d'importance du côté de Puerto Rico. Ça sera l'objectif bien évidemment de cette vidéo, puisque ça nous permettrait de revenir à seulement un point de cette fameuse size occulte dont on rêve tant. Pas de news ni d'incident backstage à traiter cette semaine, donc du coup on se retrouve directement pour le deuxième AEW Dynamite du mois d'août 2007 au SD Watches Arena, toujours dans le Midwest, devant 7905 pèlerins. Un énorme 78 pour commencer le show comme la semaine dernière dans le segment d'ouverture, avec Kevin Nash, Tyler Black, John Moxley et Reign présents dans le ring. On prend à peu près les mêmes et on recommence. Kevin Nash qui va tout simplement se moquer de Tyler Black et de John Moxley qui ont perdu les titres, et oui, la semaine dernière dans le main event, mais surtout de Tyler Black qui s'est fait épingler au centre du ring par une femme l'a battu. Tyler Black, il rumine Kevin Nash qui va se payer encore un peu plus sa gueule, et Tyler Black qui va finir par en avoir marre, prenant le micro à la main donc de Kevin Nash en lui disant que depuis que Kevin Nash l'a affronté et depuis que John Moxley a tout simplement choisi d'aider Kevin Nash plutôt que son partenaire, eh bien ils ont du mal à coexister ensemble, Tyler Black et John Moxley. Il y a moins de chimie, ils arrivent moins à s'entendre, et ce qui s'est passé la semaine dernière est le parfait reflet finalement de ce qu'il vient de dire. Et puis il va aussi mettre dans la tronche de Kevin Nash que quand il a été face à Amazing Kong dans le ring, il l'a battu en utilisant des tactiques un petit peu illicites, et qu'il n'est pas forcément l'exemple qu'il pensait, donc il devrait peut-être plutôt déjà balayer devant sa porte avant de se payer la tête de Tyler Black et de John Moxley. Kevin Nash, au propos de Tyler Black, va réagir. On sent qu'il y a un énorme face-off. Reign va finir par les séparer. John Moxley va essayer de se mettre aussi entre les deux. On sent qu'il y a beaucoup de tension entre Kevin Nash et Tyler Black. Et finalement, Kevin Nash, dans un dernier souffle, va lui dire: écoute, si tu penses que je ne suis pas capable de battre la Amazing Kong par moi-même, je vais te prouver une nouvelle fois le contraire et te montrer une nouvelle fois que tu as tort, et te prouver pourquoi je suis le leader et pourquoi toi tu es un simple sujet pour le moment. Kevin Nash et Amazing Kong dans le main event, c'est plus ou moins acté. Rendez-vous pour le dernier segment de la soirée. La storyline, donc forcément, avance avec ce segment. Kevin Nash qui a été très bon pour improviser le dialogue. Tyler Black, terrible, une vraie star d'ailleurs Kevin Nash dans ce segment, tout au contraire de Tyler Black. Mais c'est pas grave, ça fait avancer les choses. 78, c'est un bon commencement pour le show.
Derrière, Keith James face à Christopher Daniels, et oui, on donne ça cadeau dans un match donc que j'ai mis Steal the Show, match exceptionnel pour le championnat de la TNT où Christopher Daniels et Keith James vont batailler pendant 16 minutes 55 et ça va se terminer par un Angel Wings et Christopher Daniels qui fait donc sa 7ème défense du titre TNT, match réalisé fair and square sans intervention aucune, il se serre la main à l'arrivée, performance de seulement 60 pour Keith James à un petit peu rouillé et de 83 pour Christopher Daniels, performance à 81, le titre TNT continue à gagner en prestige sur les hanches de Christopher Daniels. Derrière, petit match pour détendre l'atmosphère avec les Young Bucks qui vont faire face aux Briscoes et qui vont faire face également aux Young Wolves. C'est dans un match décent, voilà, plutôt décent en termes de hit. Et voilà, un match de catch un petit peu moyen sur les bords. C'est les Young Wolves qui vont s'imposer face aux Young Bucks et face aux Briscoes en 8 minutes 40 quand Travis Fimmel, bien sûr, va faire le tomber sur Nick Jackson en termes de performance in ring. On a eu un Travis Fimmel au-dessus de tout le monde qui fait un énorme 65, suivi d'un Mike Mizanin qui fait un 49. On se rapproche tout doucement des 50. Après, c'est vrai que pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Nick Jackson est à 28, 22 pour Matt, 28 pour Mark et 34 pour Jay. Victoire des Young Wolves, ça semble plutôt logique par rapport au push et surtout à l'importance de ces divers garçons. Derrière, Tammy Stitch est avec Terry Funk qui nous donne de ses nouvelles. Terry Funk nous dit qu'il a été donc attaqué bien sûr à coups de barre de fer par l'ami Travis Fimmel et Mike Mizanin. Terry Funk nous dit que ce sont des cowards, des lâches pour les avoir attaqués par derrière. Terry Funk se remet tranquillement de sa blessure mais il va alpaguer un peu Brian Danielson en lui disant mon petit, tous les actes ont des conséquences et tu vas devoir payer pour celui-ci. On sent un Terry Funk extrêmement revanchard. Est-ce que le Terry Funk hardcore de la ECW va revenir? On ne sait pas. En tout cas, il laisse présager de cette possibilité et la storyline des John Clear avance mais malheureusement perd un petit peu de hit avec ce 49 assez moyen. Derrière, Lizzie Valentine et Ashley Massaro vont faire un petit bikini contest, victoire d'Ashley Massaro, c'est pas spécifié, mais c'est div, 57 de rating, ça permet de calmer un petit peu tout le monde avant le main event qui nous fait un 70 plutôt correct, match avec une fantastique hit et du bon catch. Kevin Nash va donc affronter Amazing Kong et va battre cette dernière en 13 minutes 12 via pinfall avec le Jackknife Powerbomb après la distraction de Reign. Et oui, Reign dans le dos de l'arbitre de manière assez discrète a réussi à distraire l'attention donc de l'arbitre de la rencontre. Ça permet à Kevin Nash, parce que oui, Roddy Piper a voulu s'en mêler, ça permet à Kevin Nash dans cette confusion générale d'appliquer son Jackknife Powerbomb sur Amazing Kong et de l'épingler au centre du ring. Tomber 1, 2, 3 victoires de Kevin Nash qui fait un 63 juste correct et Amazing Kong qui fait un 58, mais c'est vrai qu'avec l'aura et surtout la popularité de Kevin Nash, ça permet de faire un 70 plutôt décent, pas le meilleur show, mais on fait quand même un 71 qui permet d'améliorer notre popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés. C'est plutôt pas trop mal, il faut quand même le notifier. Alors que là, on a Workhorse ANT, qui est peut-être un cosplay de Orange Cassidy, puisque lui aussi avait ce genre de gimmick du côté de la Shikara, si je ne dis pas de bêtises. Il y a déjà quelques années, ouais, Orange Cassidy, ça fait un moment qu'il est dans le business. Le garçon, on ne dirait pas, mais a presque 40 ans. Il est de 1984. Ouais, attention, pas tout jeune le nanar. Au niveau des news, bon, Mark Briscoe qui se plaint de son booking. Il faut le booker de manière un petit peu plus costaud parce que son momentum est dans les toilettes. Ok, 0.31, on a perdu un petit peu et je pense que là on doit avoir une augmentation de casque. Non, négociation acceptée par Damien Stitch en espérant qu'elle ne soit pas droguée de manière trop régulière. La madame, on est aussi en négociation avec Randy Savage pour que ce dernier prolonge Show History. On est donc à 3270 pèlerins qui ont regardé le show. C'est un petit peu moins, effectivement beaucoup moins que la semaine dernière, mais en même temps on perd 8 points. Hein. Bon, c'est pas très grave, on continue à prendre de la popularité. J'imagine qu'au niveau de l'importance, on gagne un petit peu de l'importance et on est à 47 du côté de Puerto Rico. On va passer cette size culte là, je pense, à l'issue de cet épisode, puisque on va faire, on le rappelle, notre événement spécial du côté de Puerto Rico. Donc on va se laisser toutes nos chances de pourquoi pas aller chercher un nouveau point d'importance qui nous ferait basculer dans une nouvelle size, qui nous permettrait, on le rappelle encore une fois, s'il est besoin de le rappeler, et de pouvoir signer des catcheurs et répondre éventuellement à la concurrence qui était plutôt déloyale des fédérations un petit peu plus importantes par le passé. Donc ça va être le gros objectif. Et puis aussi, je le dis et je le répète, mais c'est très important, se mettre à l'abri financièrement parce qu'il faut avoir les reins solides. Le passage de la size régionale à la size culte, généralement, peut faire mal. Donc là, on a plus de 2 millions et je pense qu'à l'issue de ce mois-là, on sera à 2 150 000 certainement. Donc ça sera, je pense, un bon apport pour commencer en size culte et avoir
suffisamment d'argent pour pouvoir résister à ce passage, tout du moins au début, avant de pouvoir faire du positif et des bénéfices. Des incidents backstage, oulala, ça y est, il se passe enfin quelque chose dans cet épisode, 94% donc de backstage rating, ça clignote rouge, on va traiter ces incidents, bon, qui sont nombreux. Alors Roddy Piper, tu peux être sûr que voilà, c'est la drogue. Voilà, il a trop bu, il est à la maison, il n'est pas en condition de travailler, c'est stern warning. Voilà, bon, il améliore pas son comportement, Kevin Nash n'est pas content de ma décision, il trouve ça trop soft parce qu'il s'aime pas, mais voilà, encore une fois, on essaie de marquer le coup avec l'ami Roddy Piper parce que ça arrive quand même de plus en plus souvent. Ça, c'est les tips donnés par Terry Funk pour Tommaso Ciampa. Voilà, tout va bien. Ah non, il prend Tommaso Ciampa sous son aile. Il avait pris, on le rappelle, James Keenan. Et ben, il prend Tommaso Ciampa sous son aile, c'est magnifique. Ça va lui permettre aussi de progresser. Tommaso Ciampa, c'est le bon plan aussi pour lui. Très bien, magnifique. Je vais mettre à jour mes broadcasters. Je vais booker le show de mon côté. On va se retrouver dans le Midwest et on en parle bien sûr juste après pour débriefer tout ça. Allez, on est parti pour le troisième AEW Dynamite du mois d'août 2007. Nous sommes au SD Watches Arena devant 7211 pèlerins et nous démarrons le show les gens avec un gros 82, meilleure note pour les segments d'ouverture depuis le début de cette vidéo. Vous le voyez, les protagonistes sont prestigieux, Kevin Nash, Reign et Paul Heyman. Alors comment s'agence ce segment? Et bien de la manière suivante, on a Kevin Nash et Reign présents dans le ring, Kevin Nash micro à la main qui va nous parler de sa victoire retentissante face à Amazing Kong, le tombé sur cette femme surpuissante, 1, 2, 3 en plein centre du ring, sans mentionner bien sûr l'intervention de Reign dans le dos de l'arbitre, oui, hein, Kevin Nash il voit bien que ce qu'il veut voir, et puis il invite aussi de manière indirecte Tyler Black à modérer ses propos à son encontre après cette victoire retentissante de Kevin Nash, mais Paul Heyman va couper le discours de Kevin Nash puisque Paul Heyman va interpeller Kevin Nash en disant que ce dernier est effectivement l'un des champions les plus dominants et qu'il a tout pour devenir le plus grand champion de la fédération, dépassant ainsi AJ Styles pour qui Paul Heyman n'a pas forcément beaucoup d'amitié, mais Paul Heyman est quand même un petit peu gêné par rapport à ce qui se passe, notamment ces dernières semaines, lors des deux confrontations de Kevin Nash face à Amazing Kong, puisque Kevin Nash a triché à chaque fois, et oui, les tactiques illicites lors de la première rencontre, la semaine dernière, l'intervention de Reign dans le dos de l'arbitre. Paul Heyman dit, pour un champion qui se veut très dominant et qui se proclame étant le plus dominant de l'histoire de la fédération, voir que tu as besoin d'aide et de tactiques illicites pour battre une femme, c'est vrai que ça pose quand même question. Alors Kevin Nash, il est pas très content d'entendre Paul Heyman dire ça, il se frustre un petit peu, il s'énerve, et Paul Heyman lui dit pop. C'est bien que tu sois énervé, surtout que pour ton affrontement du côté de Bash at the Beach, ce genre de technique illicite ou ce genre d'intervention dans le dos de l'arbitre ne suffira pas. Paul Heyman est-il en train de provoquer Kevin Nash en vue justement de son affrontement face à un adversaire mystère que Paul Heyman est chargé bien évidemment de trouver pour Bash at the Beach. En tout cas, on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Tout va bien dans ce segment, la storyline avance, tout roule dans le meilleur des mondes. Derrière, un 68 plutôt intéressant entre Christopher Daniels et Matt Sydal. Alors Christopher Daniels ne met pas son titre en jeu face à Matt Sydal, faut pas déconner. Match décent où Christopher Daniels va défaire Matt Sydal en 8 minutes 57 via pinfall avec le Angel Wings. Tout va bien, 83 pour Christopher Daniels, seulement 32 de Matt Sydal. Je pense que je vais le résilier. Je vais y arriver, j'ai essayé de faire du franglais, c'est pas bien sorti. Matt Sydal ça va pas du tout. Victoire de Christopher Daniels. Derrière, Claudio Castagnoli, ça fait un énorme 86. Va interpeller Christopher Daniels, qui est prêt à répondre à l'interview de Tammy Stitch. Et Claudio Castagnoli, avec sa ceinture par équipe sur l'épaule, va interpeller Christopher Daniels en lui disant j'aime bien ce que tu es en train de faire. Là, en ce moment, avec le titre TNT, tu es en train de donner du prestige à ce titre. Moi, j'ai affronté CM Punk à l'époque, qui a rendu le titre prestigieux. Je me suis battu à un moment donné contre Bobby Roode, qui essayait de trafiquer un peu les choses pour garder sa ceinture. Et je suis bien content qu'aujourd'hui, le titre TNT soit sur les épaules d'un mec qui mérite et qui donne du prestige et de la crédibilité à ce titre secondaire qui en avait grandement besoin. Avec Claudio Castagnoli fait comprendre à Christopher Daniels qu'il a envie d'aller chercher ce titre TNT qui lui a vraiment échappé face à un compétiteur de la trempe de Christopher Daniels, et il annonce aussi qu'il va affronter ce soir dans le main event Kid James, son dernier challenger. Christopher Daniels, Claudio Castagnoli, vous voyez le truc arriver. Derrière, Amazing Kong va faire face à Chris Hero, 62 de rating, match décent, Amazing Kong qui squash Chris Hero en 5 minutes 52 via pinfall avec le Amazing Bomb, performance de 61 pour Amazing Kong et 38 pour Chris Hero.
Derrière, Tammy Stitch veut interviewer Amazing Kong. Le problème, c'est qu'Amazing Kong, elle parle pas. Elle a Parody Piper à ses côtés, elle parle pas. Tammy Stitch, bon, elle sait pas trop où se placer, c'est bon, un peu malaise. Et puis, Jetta, la championne féminine, qui a relevé tous les défis qui se posent à elle, c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui, veut impérativement défendre son titre face à la plus grosse compétition possible. Et aujourd'hui, la plus grosse des compétitions, sans mauvais jeu de mots, et ben c'est Amazing Kong. Parce qu'Amazing Kong, elle est championne par équipe de la All Elite Wrestling, elle bat les hommes, et Jetta, elle veut aujourd'hui challenger Amazing Kong parce que étant la championne, mais ne battant pas les hommes puisqu'elle ne concourt pas avec eux, elle ne peut pas vraiment rester une championne crédible si elle n'est pas capable de battre Amazing Kong, qui est la femme qui est capable de river les épaules des hommes au centre du ring. Donc Jetta veut Amazing Kong du côté de Bash at the Beach. 63 de rating, le public est concerné par cette annonce. Derrière, les Young Wolves vont faire face à Terry Funk et Orange Cassidy. Alors, on l'avait dit, répété, là, Terry Funk, les actions ont toujours des conséquences. Et Terry Funk, il veut aller dans le ring. Il est retenu par les médecins, t'es pas clear, il en a rien à foutre, Terry Funk. Il va voir Orange Cassidy, il lui dit, on va sur le ring, il y a les Young Wolves qui sont sur le ring aussi, on y va, on les corrige. Et dans un match décent, Terry Funk et Orange Cassidy vont défaire les Young Wolves. En 8 minutes 52, quand Terry Funk va défaire avec Mizanin via pinfall avec le pile driver après l'intervention botchée de Bryan Danielson qui a tenté d'intervenir. Malheureusement, il a frappé son collègue Mike Mizanin. Et donc, victoire importante de Terry Funk. Mike Mizanin fait un 49 très solide, un 67 de Travis Hummel. Ça augmente pour Orange Cassidy qui fait 15 et un 45 de Terry Funk. Terry Funk qui célèbre sa victoire avec Orange Cassidy. Et Bryan Danielson, fin énervé, qui assène des noms d'oiseaux à Terry Funk un petit peu de loin parce qu'il a un peu peur des conséquences. Bref, victoire importante prise par Terry Funk. Et enfin le main event qui fait un 73 plutôt correct, je pouvais m'attendre à mieux quand on voit la performance de Kip James qui est de 59. Kip James, à un moment donné, il faisait des 75-80 en solo, et peut-être un petit peu rouillé. Le garçon, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup utilisé ces derniers temps, et puis en solo encore un peu moins. Mais ça fait quand même le taf. 73 de rating, match avec une fantastique unité du grand catch, et Claudio Castagnoli qui va défaire Kip James en 15 minutes 05 via pinfall avec le Swiss Diff. Performance de 73 de Claudio Castagnoli qui porte le match, et Claudio Castagnoli, qui voulait se positionner pour le titre TNT, et bien qu'avec cette victoire, est un challenger désormais plutôt crédible. On fait un très bon 73 qui permet d'améliorer la popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés, ce qui va nous permettre, pourquoi pas, et je le dis et je le répète, pourquoi pas de passer ce point de popularité en plus et d'importance du côté de Puerto Rico, amener tout ça à 48 et à passer cette fameuse size culte. En plus on aura les reins solides avec quand même des finances plutôt saines avec plus de 2 millions donc de trésorerie. Alors quand là le profil de El Pantera, la Panther, là, qui a commencé le catch en 1985 au CMLL, ouais, effectivement, fédération mexicaine, pas tout jeune le nanar, mais c'est pas grave. TV rating de 0.33 du côté de Dynamite, on va voir le rating et surtout le descriptif détaillé. 250 000 personnes qui étaient présentes via TV pour regarder le show, bah, c'est beaucoup mieux que la semaine passée, hein. Bon, un petit peu moins, non, beaucoup mieux aussi que il y a 2 semaines. Décidément, malgré le 73 qui était un petit peu moins bon que le 79, eh ben, on est en train de faire des TV ratings très intéressants. 250 000 personnes qui regardent le show, c'est grosso merdo le public du côté de Dark et d'Elevation à l'époque, hein, qui regardait un peu les shows YouTube de la fédération de l'élite il y a encore quelques années, il y a encore quelques mois, quand ils existaient encore. Maintenant on sait qu'il y a Collision, il y a Rampage, il y a Dynamite, on a un petit peu laissé passer les Dark et les Elevation. D'ailleurs on n'a jamais fait de Dark et Elevation dans notre réalité virtuelle à nous, mais on va pas se le cacher, ça n'aurait pas grand intérêt. Amazing Kong qui me demande une augmentation de sa casque, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un lutteur ou une lutteuse qui lui demandait une augmentation. Bien sûr c'est ironique, payé apparemment 1210$ par apparence, moins des 1620 qu'elle vaut. Elle veut 410 de plus. Et bah tu sais quoi, je lui donne une full price parce qu'Amazing Kong, on l'utilise quand même dans des storylines assez importantes et elle fait le taf, on va pas se le cacher, donc ça mérite. Des incidents backstage à traiter, les copains, sur le dernier Dynamite, donc du mois d'août 2007 et avant-dernier show de notre vidéo. On y va, apparemment des incidents impliquant Amy Weber. Amy Weber, qu'elle fait? Apparemment, elle a créé plutôt une atmosphère fun dans les backstage puisqu'elle a dessiné des dessins plutôt rigolos de ses collègues. Tout le monde a rigolé de bon cœur. Merci Amy Weber. Je m'en vais booker le show, on en parle comme d'habitude juste après. Dernier AEW Dynamite du mois d'août 2007. On est au TX El Paso County Coliseum devant 4941 pèlerins. Et oui, nous sommes dans le Mitsouf et on démarre avec un énorme 87, une note bien verte. Le meilleur
meilleur segment d'ouverture depuis le début de cette vidéo. Et on prend les mêmes et on recommence pour ce segment d'ouverture avec Kevin Nash, Reign et Paul Heyman. Kevin Nash qui arrive le premier dans le ring, accompagné de sa dulcinée, sans Tyler Black et Jon Moxley, qu'on verra en action du côté de Bash at the Beach dans l'état de Puerto Rico pour leur rematch pour les championnats du monde par équipe face à Amazing Power, Amazing Kong et Claudio Castagnoli. Et Kevin Nash aujourd'hui, il n'a qu'une seule obsession, c'est de savoir le nom de son adversaire, celui qui va l'affronter dans le main event de Bash at the Beach pour le titre mondial. Et Paul Heyman va le couper. Paul Heyman qui va se délecter des mots de Kevin Nash, un petit sourire sur le visage. Paul Heyman parce que il est content de voir que Kevin Nash s'intéresse quand même un petit peu à son titre mondial, celui qu'il a sur l'épaule. Et oui, depuis un long moment maintenant, parce que Paul Heyman, naïvement, bêtement, il pensait que Kevin Nash, ces dernières semaines, ce qui l'intéressait, c'est simplement de se payer la tête de Tyler Black et de Jon Moxley. C'est protégé, donc Paul Heyman est heureux de voir que Kevin Nash donne de l'intérêt à ce titre mondial qui doit être sa priorité. Mais pour le coup, Paul Heyman, malgré ça, ne va pas lui donner l'identité de son adversaire à Bash at the Beach. Et non, c'est bon pour le business de le garder secret. La seule chose que Paul Heyman peut dire à Kevin Nash, c'est que son adversaire est l'un des champions les plus dominants des fédérations historiques. Et oui, on met un petit peu de sel et puis surtout, on laisse un petit peu de suspense. 87, très bon départ pour le show. Derrière, très bon match entre Kip et Chuck d'un côté, donc Chuck Palumbo et Kip James, face à El Jericho, Kevin Steen et El Generico, qu'on avait pu depuis un petit moment, et un bon match, oui, pour ce premier match donc de ce dernier AEW Dynamite du mois d'août 2007, puisqu'on fait un 76, et on voit une victoire d'El Jericho face à Kip James et Chuck Palumbo en 13 minutes 56, quand Kevin Steen va défaire Chuck Palumbo via pinfall, avec le Go Home Driver, des performances plutôt intéressantes de Kevin Steen, qui fait un 75, un 58, plutôt correct d'El Generico. On a 52 pour Chuck Palumbo, et malheureusement Kip James, on sent que c'est définitivement rouillé avec un 67, mais ça reste quand même une victoire très importante pour El Jericho, qui forcément, vous l'imaginez, au bout d'un moment aura de l'importance, parce qu'on ne fait rien par hasard dans cette fédération. Victoire donc des jeunes loups. Derrière, Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James Keenan, Barbara Keenan sont dans un bureau. Tommaso Ciampa, il est là, il filme, ça travaille. On sent qu'on est en train de s'astiquer les méninges. Bref, un Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, James Keenan et Barbara Keenan très sérieux, très appliqués. Et puis notre ami Tommaso Ciampa derrière la caméra qui va s'approcher et qui va se faire rembarrer par Ted DiBiase Senior en lui disant non, pas maintenant, c'est pas le moment de révéler quoi que ce soit sur ce qu'on est en train de préparer. Et on en saura pas plus, mais on est en train de s'affairer, on est en train de bosser du côté de Ted DiBiase Senior et de Bobby Roode, quelque chose qui est censé amener de la plus-value à la All Elite Wrestling et de révolutionner en un sens le business de la All Elite Wrestling. On verra ce que ce sera. En tout cas, Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, James Keenan et Barbara Keenan sont très appliqués. Tommaso Ciampa est un peu plus dissipé, mais c'est pas grave. 57 de rating. Derrière, Jetta va faire face à Jazz et ça fait un énorme 64. On est en train de partir là avec des matchs assez qualitatifs dans la division féminine. Match décent. Et Jetta va défaire Jazz, bien sûr, en 8 minutes 24 via pinfall avec la Bridging Fisherman Suplex. 64 de rating. Nouvelle victoire de Jetta face à Jazz, la deuxième d'affilée. Performance de Jetta de 56 et de 54 pour Jazz. Mais derrière, ce qui va être très intéressant, Tammy Stitch, bien sûr, en interview avec Jetta, mais c'est Paul Heyman qui va couper cette interview et qui va apprécier ce que Jetta est en train de faire. Il dit c'est bon pour le business, bon pour la division féminine. On n'a jamais eu une championne aussi combative, une championne qui avait autant envie de défendre sa ceinture. Là, elle met un match gratos face à Jazz. On sent qu'elle a envie de se confronter au meilleur face à Amazing Kong. Et Paul Heyman dit ça c'est bon pour le business, c'est bon pour l'expansion de la division féminine et le bon développement de cette division féminine. Et Paul Heyman va valider le match Jetta Amazing Kong du côté du pay-per-view Bash at the Beach qui aura lieu donc dans quelques jours dans le jeu, puis ça sera dimanche, et oui, le dernier week-end, le dernier dimanche de ce fameux mois d'août 2007. 66 de rating, la performance de Paul Heyman est très bonne. Derrière, Terry Funk est au micro de Tammy Stitch. Dans les backstage, il y a une petite coupure pub, Tammy Stitch est parti dans les backstage, j'ai revu Terry Funk, et Terry Funk le dit et le répète, tous les actes ont des conséquences, et la semaine dernière, les Wolves ont payé, et oui, Terry Funk a fait le tomber sur Mike Mizanin après l'intervention botchée de Bryan Danielson, mais cette fois-ci, ce que veut Terry Funk, c'est faire payer les actions de Bryan Danielson. Bryan Danielson,
Il le dit, ça fait des semaines et des semaines qu'il est irrespectueux, qu'il essaie de mettre en place des stratagèmes pour eh bien l'évincer tout simplement de la All Elite Wrestling, alors que Terry Funk est un ancien, Terry Funk est porteur de bons conseils pour les jeunes, il dit qu'il prend sous son aile énormément de garçons, et Terry Funk aujourd'hui veut tout simplement faire payer Bryan Danielson, l'avoir one-on-one, il le dit à Bryan Danielson par presse interposée. Aujourd'hui tu impliques Mike Mizanin, Travis Hummel, ces jeunes ils ont rien demandé, tu les impliques dans ton business, tu leur fais perdre des matchs, aujourd'hui c'est toi contre moi, de toute façon ça a commencé comme ça et ça doit se finir comme ça, donc Terry Funk challenge Bryan Danielson à Bash at the Beach dans un match one-on-one, et bien évidemment la storyline permet d'avancer avec ce segment. Et enfin, le main event, Kevin Nash face à Samoa Joe, oui, parce que Kevin Nash, il a quand même entendu qu'il y allait avoir une grosse compétition possible, et il a voulu qu'on lui sorte l'une des plus grosses compétitions que la AEW avait à lui offrir dans les vestiaires, et il y avait Samoa Joe, match quand même costaud sur le papier, et Kevin Nash qui va prendre de la confiance, qui va encore plus marquer son territoire avant son affrontement face à l'un des champions les plus dominants des fédérations principales, bien évidemment du business, avec un match avec une fantastique huile du grand catch, Kevin Nash qui prend du momentum en défaisant Samoa Joe en 13 minutes 41 via pinfall avec le Jackknife Powerbomb, sans intervention aucune, complètement clean, 83 de rating, performance de 60 pour Kevin Nash et de 81 pour Samoa Joe. Kevin Nash qui célèbre, et ça nous fait une moyenne à 80, et le show qui est bien sûr notre fédération qui améliore notre popularité dans 15 régions. Les 15 régions, bien sûr, nous sommes diffusés. Alors que là, on a le beau profil de Carly Colon, Carlito, bien évidemment, le mangeur de pommes, catcheur extrêmement talentueux, malheureusement, qui n'a jamais été très bien utilisé du côté de la WWE. Bon, après, ça reste un solide quart d'heure. C'est vrai que c'est difficile toujours de pouvoir s'émanciper et passer à l'étage supérieur, mais c'est un catcheur extrêmement agréable à regarder dans le ring. Alors, on va pas aller chercher la signature de contrat, parce que la signature de contrat va me spoiler justement l'arrivée de ce catcheur mystère qui va affronter l'ami Kevin Nash. Alors que là, on vient de passer la size culte, ça y est, c'est officiel. Allez, ouh, champagne chez vous, la size culte, elle est ici, magnifique, et on fait un 0.31 de TV rating. Bah, tu m'étonnes qu'on fasse 0.31. Alors 236 000, on fait quand même beaucoup moins. Alors ça c'est quand même important de le signaler, on fait quand même beaucoup moins, alors qu'on fait une meilleure note, mais ça y est, on est enfin en size culte. Voilà, c'est fait. La size, elle est passée, on a 48 à Puerto Rico, on a 44 dans le Mid-South, on est à 58 dans le Midwest, on a 43 dans le Northwest, et là c'est quand même assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est vrai que pour aller chercher cette size nationale, il va falloir qu'on ait 65% d'importance dans 8 régions des États-Unis, et ça va pas être aisé, mais ça y est, nous sommes officiellement en size culte, vous pouvez faire péter le bouchon de votre bouteille. AEW Bash at the Beach, le gros événement de la All Elite Wrestling en ce qui concerne la période estivale. Nous sommes à Puerto Rico, devant 8500 personnes, salle comble, en ce samedi et non en ce dimanche, puisque oui, j'ai regardé un petit peu mes availability et j'ai remarqué que si on faisait le show le dimanche, un très certain Claudio Castagnoli, ici présent, n'aurait pas pu se libérer à cause d'obligations contractuelles avec d'autres compagnies. Donc du coup, on a décalé ce show au samedi et nous avons pu avoir ce fameux match de championnat du monde par équipe qui ouvre le show avec un gros 80 de rating. The Nest contre Amazing Power, match avec une grande hit, du bon catch. On a mis ce match-là en style The Show, on leur a laissé du temps, 17 minutes 41, et on a vu la victoire d'Amazing Power avec Claudio Castagnoli qui défait Jon Moxley via pinfall avec le Rico la bombe. Match complètement clean, Amazing Power qui fait donc sa première défense du titre mondial par équipe. Et oui, les Faces ont triomphé et battu une deuxième fois de suite The Nest, mais cette fois-ci sans contestation possible, des performances intéressantes, 70 de la part de Jon Moxley, 72 de la part de Tyler Black, 78 de la part de Claudio Castagnoli et 60 de la part bien évidemment d'Amazing Kong. Derrière, Tammy Lynn Stitch est avec Bryan Danielson
qui donc aujourd'hui va devoir, pourquoi pas, répondre au challenge de Terry Funk. Tammy Stitch nous annonce que Terry Funk a demandé à Bryan Danielson d'accepter son challenge dans un match hardcore, et Bryan Danielson, voilà une occasion parfaite de pouvoir river les épaules de Terry Funk et d'aller couper la tête de la légende dans son match préféré, c'est-à-dire les matchs d'hommes, les matchs où il y a de la baston, des matchs où on peut utiliser des armes, et bien sûr des matchs où il y aura du sang. Donc Bryan Danielson accepte le challenge de Terry Funk plus tard dans le show, et forcément la storyline gagne de la hit. J'ai oublié d'enlever ma risque du management de Bryan Danielson, tout va bien. C'est pas très grave. Derrière, Jetta face à Amazing Kong. Et oui, Amazing Kong qui reprend, qui réenchaîne après 5, 6, 7 minutes de repos. Elle affronte Jetta, la championne féminine. Match très compétitif, 55 de rating. On le voit, des performances à 57. Et dans un match décent, Jetta va faire un match nul avec Amazing Kong. Amazing Kong qui était un petit peu tiqué à l'idée de faire un match nul. Ah bon, je gagne pas. Et bah non, match nul entre Jetta et Amazing Kong. Match très compétitif, on s'est rendu coup pour coup. Jetta n'a pas reculé, a voulu être présente face à Amazing Kong. Alors certes, elle a été dominée, mais Amazing Kong a galéré à prendre le dessus sur Jetta, et finalement Amazing Kong n'a pas réussi à aller pin Jetta au milieu du ring avant le time limit énoncé par l'arbitre. Jetta conserve donc son titre féminin grâce à ce draw prononcé après les 15 minutes de temps officiel. Et donc on aura, vous l'imaginez bien sûr, une suite entre ces deux-là. Derrière, Bryan Danielson face à Terry Funk, ça fait un match avec un rating de 68 plutôt correct. On aurait peut-être pu s'attendre un petit peu à mieux. Performance de 79, donc pour Bryan Danielson, 43 pour Terry Funk. Match avec une bonne hit et du descent catch. Bryan Danielson qui va défaire Terry Funk dans un match hardcore après 14 minutes 06 de combat via Dragon Suplex complètement clean. La storyline se termine là. Bryan Danielson est donc officiellement Legend Slayer. Et oui, le Slayer tout court, Bryan Danielson, le coupeur de tête, qui après avoir coupé la tête du dragon, coupe la tête de la légende hardcore. 68 de rating. Oui, bien sûr, Maryse, les matchs hardcore, ça va pas. Ted DiBiase Senior, Barbara Keenan et Tommaso Ciampa qui sont présents dans un bureau. Ted DiBiase Senior qui s'impatiente, il remet le nœud de la cravate. Barbara Keenan qui essaie de bien remettre tout en place. Tommaso Ciampa qui règle sa caméra. Ted DiBiase Senior qui s'impatiente, elle marche ta caméra, elle marche. Oh ouais, c'est bon, elle marche. Ted DiBiase Senior vous annonce qu'il faudra être présent mardi. Et oui, le prochain mardi, parce que ça va envoyer du lourd et ça va donner encore une fois une plus-value au produit. Il donne rendez-vous à tout le monde mardi. Mais mardi, pourquoi et à quelle occasion? On le saura bien sûr la semaine prochaine. Ted DiBiase Senior, heureux d'annoncer bien sûr tout ça aux fans. La storyline Moneyman qui gagne de la hit. Bah ouais, parce que Ted DiBiase Senior, c'est fabuleux, fabuleux. Derrière, George Frankenstein, Becky Belair, Rey Lamero et Bobby Villard qui font un bikini contest. Parce que ouais, comme j'avais pas mon champion TNT, je devais gagner du temps et je leur ai laissé 10 minutes pour ce bikini contest. Autant dire beaucoup trop de temps, mais c'est pas grave, ça fait quand même un 65. Avant le main event important où Kevin Nash va affronter un adversaire mystère. Et oui, c'est bon pour le business de le garder mystère. Et quel est cet adversaire? Quel est cet adversaire face à l'ami Kevin Nash? Roulement de tambour. C'est nul autre que Hulk Hogan. Et oui, Hulk Hogan à la All Elite Wrestling face à Kevin Nash. Alors ça fait pas une bonne note, hein, ça fait 70, parce qu'Hulk Hogan est un petit peu rouillé. Kevin Nash, on sait que les performances, c'est pas forcément extraordinaire. Hulk Hogan fait 56, Kevin Nash fait 61. On est loin d'être sur des performances extraordinaires. La popularité aide beaucoup. Je savais que ça allait pas faire un gros truc, mais j'avais besoin de cette affiche. J'avais besoin de cette affiche et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Match avec une fantastique hit et du descent catch. Kevin Nash va défaire Hulk Hogan via pinfall en 13 minutes 27 via pinfall avec le Jackknife Powerbomb complètement clean. Kevin Nash fait donc sa 7ème défense du titre mondial. Et oui, face à Hulk Hogan devenant l'un des champions les plus dominants de manière officielle en termes de title defense de l'histoire de la All Elite Wrestling. Kevin Nash est toujours champion et célèbre ensuite avec Reign. Et ça nous fait un show à seulement 70. Ah ouais, c'est dur. C'est dur un show comme ça, effectivement, parce que pourtant il y a quand même de belles choses. Mais voilà, c'est vrai qu'il nous manque aussi le championnat TNT. Christopher Daniels n'était pas présent. 70, c'est un show tout juste bon. Alors on va quand même faire des speeches. On va féliciter Bryan Danielson, on va féliciter Claudio Castagnoli.
Et puis on va donner des encouragements à Kevin Nash, parce que c'est vrai que Kevin Nash, je trouve pas que ça soit extraordinaire, hein, depuis le début de cette carrière, il faut pas se le cacher. Alors attends, give some encouragement, voilà. On fait les speeches. Brian Danielson apparaît content, Claude Castagnoli apparaît content, Kevin Nash apparu aussi content. Voilà, Kevin Nash, bon, je dis c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je m'attendais à mieux. Bon, c'était pas un pay-per-view extraordinaire, mais c'est pas grave, ça permet de gagner quand même de la popularité. On fait un show correct, 70 de rating, ça va. Alors qu'on a le beau profil de John Cronus quand même, les gars. John Cronus, les Imitators avec Perry Saturn. Mon dieu, c'est pas jeune ça. C'est pas jeune, j'étais même pas né à l'époque. C'est vous dire à quel point c'était pas jeune. Bon après je suis de novembre 96, je suis pas non plus un vieux crouton. Donc, oui, Hulk Hogan est parti de la fédération. À 11 août, 11 août qu'il est parti, il n'y avait qu'une apparition de toute façon, c'était juste pour faire passer le temps. TV rating de 0.53, tout va bien, c'est magnifique. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon. Au niveau donc du show history, on l'a dit, 0.53, on fait presque 400 000 viewers. Là, on est parti sur des bases extraordinaires avec toujours une size qui continue bien évidemment d'augmenter. On va continuer à mettre en place cette size et la faire évoluer bien évidemment au mois de septembre. On essaiera aussi d'améliorer nos popularités dans le Mid-South et dans également le Northwest, même si on va aussi continuer à faire des shows du côté de Puerto Rico, parce que si on retombe en popularité derrière, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir repasser en size occulte. Alors bon, on va éviter de faire la boulette. Vous vous souvenez que Sturi dans sa carrière avait la size nationale, l'a perdu, il pouvait pas prétendre à cette size nationale avant 6 mois. Donc on va éviter de faire cette même boulette là. Le mois de septembre, les gens qui débutent avec quelques informations sur le dashboard, quelques mails bien évidemment qui arrivent dans la boîte avec Bobby Roode qui a priori a terminé sa tournée avec la New Japan, ce qui est également le cas de Curryman qui est donc nul autre que Christopher Daniels, notre champion de la TNT, et aussi à savoir que Kevin Steen et Colt Cabana ont une offre sur la table de la New Japan Pro Wrestling, rassurez-vous, j'ai vérifié, ce sont des offres de tournée. Nous sommes donc le 1er septembre 2007, nous sommes en size occulte, désormais avec un profit énorme de 228 942 $, le prestige qui est présent, le momentum également, 10e au ranking, un petit tour sur les finances quand même, bah oui, allons-y, on l'a dit, 228 942 $ de bénéfices ce mois-ci avec des tickets qui ont explosé, 648 000 $ de tickets vendus. Les TV revenus forcément qui vont augmenter, ça va de soi. Le sponsor qui nous a donné un petit peu plus. Les marchandises, ah forcément là on a pété le score, 34 000, on n'avait jamais fait ça. Un coup de worker un petit peu supérieur, on va pas se le cacher à ce qu'on a fait ces derniers mois, mais c'est normal parce qu'il y avait un show de plus. En revanche, on fait des économies par rapport au mois de mai où il y avait aussi 5 shows. Au niveau du marketing, bon bah là on a pris un petit peu cher, du coup des shows c'est normal. Le coût de production a augmenté, ainsi que le MISC et les taxes. Mais bon ça c'est logique, on sait qu'on va se faire assassiné avant de se quitter, bien évidemment. Point sur la size, on l'a dit, on est toujours plutôt bien avec un 48 de popularité d'importance dans Puerto Rico, Midwest 58, Mid-South 44, le Northwest, on est à bien évidemment 43, le Southeast qui arrive à suivre aussi avec 37, Tri-State on est à 38, Southwest on est pour l'instant à 23, donc tout va plutôt pas trop mal. Maintenant au niveau donc de la hit des storylines, du prestige des titres, parce que ça aussi c'est intéressant, et ben on a plus que 2 storylines pour l'instant avec Dark Angel 82, c'est extrêmement chaud, 55 pour les Money Men. Alors là par exemple on n'est pas bon, parce que là maintenant c'est 59 de hits qui vont nous demander, donc ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on crée une nouvelle storyline. Une storyline qui va avoir de l'impact maintenant. Et là, on est passé en size occulte, ça déconne plus. Il faut faire les choses sérieusement. Donc, on va essayer de mettre en place une nouvelle storyline. Vous inquiétez pas, on va trouver ça. Et puis, au niveau du prestige des titres, bien évidemment, 65 de prestige pour ce qui est du titre détenu par Jetta. On est à 95, on a baissé un petit peu détenu par Kevin Nash. En même temps, c'est avec la performance de 70 dans le main event pour Bash at the Beach. C'était quand même pas extraordinaire. Au niveau du tag team, on est à 95 aussi. Et au niveau du TNT, on est à 100. Alors attention, ça a peut-être aussi baissé parce qu'on a passé la size occulte. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a baissé en prestige. Mais on va arriver à gagner ce prestige, peut-être même à le maintenir. En tout cas, on est plutôt bien dans cette fédération de l'élite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Vous connaissez les bails et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.